Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur un sujet un petit peu plus spécialisé, la création d'une butte de paille terre et mer. Donc là je quitte mon champ et je recense les matériaux disponibles dans un rayon de 20 km. Il y a des forêts, des plages, des champs, des prés salés. Je décide de me rendre en voiture au pré salé le plus proche, une brouette dans le coffre. La collecte des matériaux pour le jardin y sera plus riche. Il s'agit d'une zone tampon où se termine progressivement la terre et où commence progressivement la mer. Il n'est pas rare que des chevaux, des moutons et parfois même des vaches y soient mis en pâture en dehors des grandes marées. Ces zones sont recouvertes en totalité par la mer une fois par mois. La mer ramène alors ici et là les herbes et les feuilles mortes, les carapaces de crabes, les os de sèche et des os de moutons également pris par la mer. Ils n'ont pas eu le temps de se mettre à l'abri et de retourner à la bergerie. Il y a également des déchets issus de l'activité humaine. Alors mon objectif concernant cette opération de collecte, j'ai plusieurs objectifs. Au cours de cette sortie, c'est de trouver un paillage plus durable que celui du foin. J'y trouve des herbes et des feuilles salées mêlées à des carapaces de crabe, du vieux varech et des algues diverses. J'aimerais également mettre la main sur des os de sèche. J'en récolte une bonne dizaine et trouver du vieux crottin si possible ballotté par la mer. Alors je trouve également parmi les déchets une épuisette, un vieux pot et ces deux planches gorgées d'eau de mer qui auront au moins l'avantage de ne pas pourrir trop vite au jardin. Voilà, donc je les prends, je les check un petit peu, elles ont l'air de bien tenir. Voilà, c'est toujours ça de prix. Sincèrement, ces planches qui parfois passent des mois en mer, qui sont projetées sur nos plages, voilà, elles tiennent assez longtemps. Ma brouette est bien pleine. Bon, mis à part les coquillages que j'ai quand même ramenés, donc là on voit le crottin de mouton séché, salé, qui a dû passer plusieurs mois donc dehors. Alors il faut le mettre à composter, il ne faut pas l'utiliser tel quel, sinon vous risquez de transmettre des germes pathogènes aux légumes qui risquent de vous contaminer si vous mangez ces mêmes légumes crus. Et il me semble que c'est la même chose quand c'est cuit. Retour au champ, je visite nos deux zones de compostage. Alors celle où se trouve notre tas de foin, mis en tas depuis 3 ans. Il va nous fournir un compost d'excellente qualité. Alors encore faut-il attaquer le compost du côté où il est le plus mûr. Certaines bottes ne sont pas encore bien décomposées. Alors ce qu'il faut, c'est rechercher de la matière la plus brune possible. Ce que je trouverai au sud de la butte, là où la pluie a le plus attaqué. Alors, je n'ai pas filmé cette partie de la création de la butte, mais j'ai également à disposition du BRF de notre précédente taille de haie d'il y a 2 ans quand même, qui a commencé à se transformer en terreau. Je récupère également de la cendre de notre feu de la veille. Alors, si je fais le bilan des vitamines que j'ai ainsi récoltées, nous avons donc de l'aragonite, du calcium, du potassium, du magnésium, de la potasse, de l'azote, du fer, de l'humus, de la chitine et des micro-organismes divers. Alors, arrive maintenant l'étape de la préparation de certains éléments que j'ai ainsi récoltés, qui ne peuvent pas être utilisés tels quels au jardin. Voilà, par exemple l'os de sèche, qui doit être réduit en poudre. Alors ce que je fais, c'est que je prends 2 grosses pierres, j'écrase, ça vient tout seul. Ça me donne une poudre blanche, farineuse, que je mélange de suite avec mon fond de cendre de la veille. Je procède ensuite à la préparation du crottin ballotté par la mer. Si vous voulez éviter de contaminer vos légumes avec des germes pathogènes dangereux pour la santé, il faut obligatoirement composter votre crottin. J'avais espéré qu'il soit bien sec afin de m'éviter cette étape du compostage.
Je poursuis néanmoins l'expérience, curieux de voir comment mes tomates évolueront avec cet amendement azoté et salé. Chaque crottin est écrasé, puis émietté le plus possible entre deux pierres, que je dépose ensuite dans mon fond de seau de cendre et dose de sèche. Pour rappel, ce terrain que l'on me prête temporairement est très sableux. Il s'agit d'une mielle, plus précisément d'un polder, une terre gagnée sur la mer, à l'aide de digues. Sur mes tests de l'an passé, seuls les légumes rustiques ont poussé, fèves, pommes de terre, carottes, poireaux. Mais les légumes gourmands ne sont pas allés jusqu'à la fructification ou très timidement. Je vais donc jongler avec deux types de logique potagère. La logique permaculturelle va me permettre d'entretenir la vie du sol, d'améliorer sa structure entre les plants, ainsi que son taux d'humus. La logique traditionnelle, quant à elle, va viser à apporter directement au pied du plant de tomate tous les nutriments dont il a besoin. Je procède donc à 3 trous d'une demi-bêche de profondeur. Je dépose mon mélange au fond des trous. L'os de sèche, riche en aragonite, du carbonate de calcium, sera rapidement assimilable par les tomates qui seront moins sensibles au mildiou. Cet amendement calcaire va favoriser le développement de la vie microbienne, qui se chargera de décomposer les matières organiques que je déposerai au fur et à mesure en surface. La cendre de bois est également riche en calcaire, mais surtout en potassium, qui participe à la formation des fruits. Elle contient également du magnésium et du phosphore, deux éléments qui participent à la chlorophylle et surtout à l'assimilation du potassium par les plantes. Le crottin de mouton, quant à lui, sec, apportera également du phosphore et du potassium. Afin de rééquilibrer le rapport carbone-azote, j'incorpore de l'ortie fraîche au fond du trou et sur les côtés. L'ortie, en se décomposant, diffusera avec l'eau de pluie de l'azote nécessaire à la production des feuilles. Sur ce lit d'ortie, je peux déposer mes plants de tomates cerises. J'ai choisi une variété à petits fruits afin de compenser le manque de soleil sur mon potager. Ces fruits plus petits auront plus de chances de mûrir, s'ils ne sont pas mangés par les oiseaux.
Je continue d'apporter de la matière azotée avec mon compost de foin au pied des tomates, ce qui améliorera la fraîcheur, mais également la rétention d'eau de mon sol. Sur le sommet, je dépose maintenant du bois raméal fragmenté, mais composté, afin d'avoir un rapport carbone-azote plus équilibré. Il a pratiquement atteint le stade de terreau et sent bon le champignon, ainsi que la vie microbienne. En déposant entre les plants, je favorise sur le plus long terme le développement du mycélium, un réseau très utile mis en place par les champignons. Je procède maintenant à l'installation de ma butte de foin terre et mer. Elle est composée sur une première couche d'ortie fraîche et de gratron, puis sur une seconde couche d'herbes ballottées par la mer, d'algues, de varechs et de petits crabes emprisonnés dans ces herbes séchées par le soleil. L'herbe de la mer nous apporte du carbone que contrebalancent les algues, les orties et les gratrons avec leur azote. Le seul bémol, c'est le sodium, le sel présent dans ces herbes ayant séjourné en mer. Ce n'est pas mon premier paillage de ce type. Mon retour d'expérience sur mon potager d'Île-de-France, c'est que les escargots, les limaces, n'avaient pas l'air de s'y aventurer. C'est un point positif. La butte de foin s'était correctement décomposée. Par contre, sur certains endroits, j'ai vu que les tomates avaient eu du mal à se développer. Et sur d'autres endroits, les tomates n'avaient pas l'air d'avoir souffert de ce paillage salé et avaient atteint une hauteur non négligeable de 2 mètres. Arrive enfin la dernière étape de cette expérience, l'installation d'herbes de notre champ, tout simplement, du foin, sur le dessus de cette butte. Je dispose également des carrés en plastique que j'insère en cône inversé sur la butte afin de capter un maximum d'eau de pluie durant mon absence. La surface couverte est en moyenne de 30 cm². J'espère ainsi avoir pour chaque pied 1 litre d'eau pour 3 mm de précipitation. Dans le Cotentin, nous avons une moyenne de 1200 mm de pluie à l'année.
soit environ 100 mm par mois. Mes cônes de plastique inversé ramèneront dans l'absolu 30 litres par mois au pied des tomates. En cas de période de sécheresse, je compte sur la condensation, même légère, de ma butte de foin terre et mer, qui devrait s'écouler sur la face intérieure de ces mêmes cônes. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère ne pas avoir été trop rébarbatif avec tous ces termes chimiques. J'ai essayé de suivre la logique de mes lectures en permaculture. Petite autocritique au pluriel, après le montage de cette vidéo, voilà, il aurait fallu ne pas utiliser un crottin qui n'a pas été composté, ce n'est pas recommandé au niveau sanitaire. Le dosage également des cendres, qui a sûrement été un peu trop lourd pour ces pieds de tomates, et bien évidemment la charge en sodium de la butte. Ces trois éléments pourraient venir contrarier la pousse des tomates. Critique également sur ces pieds de tomates qui sont des tomates F1, et oui, je dois le dire, des hybrides. Je n'ai pas pensé à prendre celles que j'avais démarrées sur mon balcon à partir de graines, et j'en suis, concernant ces graines, déjà ma 3e génération. Ce n'est pas grave, c'est toujours difficile de tout prévoir en amont. Il sera quand même intéressant de voir comment ces 3 plants de tomates vont évoluer de manière autonome. Voilà, salut à tous!